bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré qui aujourd'hui ne va pas parler de comics. Vous écoutez le long entretien avec Sullivan Rouault, partie 2, un petit format spécial de nos Super Friends. Vous avez écouté il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, la première partie pour faire un gros bilan en compagnie du directeur éditorial de iComics. Et dans cette seconde partie, nous allons parler à Sullivan Rouault sous sa deuxième casquette, parmi tant d'autres. Il a une belle collection de couvre-chefs. Aujourd'hui, on va parler donc avec le directeur de collection de Mangetsu, un nouvel éditeur manga qui se lance, donc la branche manga de Brajlon. À l'heure où vous écoutez ce podcast et à laquelle on le met en ligne, il reste à peine quelques semaines avant que les premiers titres arrivent sur le marché. Et puisqu'on t'avait déjà fait un podcast avant le lancement, enfin l'arrivée d'un certain Astra Mortem, on refait la même chose aussi pour évoquer un petit peu tout ce qui arrive en amont. Et puis on aura l'occasion de se reparler plus tard quand les titres seront sortis, quand on aura eu des retours de lecture et tout ça pour faire un premier bilan dans 3 ans du coup, puisque ce sera peut-être cet aspect traditionnel. Mais du coup, salut Sylvain, tu es avec nous bien entendu. Coucou Arnaud. Tu vas bien ? Écoute, ça va très bien depuis la partie 1 qui pour nous était il y a quelques minutes, donc il y a une petite demi-heure à peine. Donc voilà, impatient que les titres sortent, impatient que Mangetsu soit lancé. Et voilà, tout simplement, j'ai vraiment trop hâte, j'y pense tous les jours là en fait. Là, on l'a même remarqué. Le 26 mai, c'est ma cible dans la vie, tu vois. Il faut pas que je meure avant le 26 mai, c'est ma mission. On va essayer de faire en sorte que tu ne meurs pas avant et même pas après. C'est gentil, c'est gentil. On a pas mal de titres qu'on a envie de voir également, mais justement, Sullivan, le manga, pourquoi ? Parce que c'est une de mes très grandes passions depuis très longtemps, depuis quasiment toujours. Depuis Dragon Ball en fait, le Club Dorothée, tout ça, que c'était un rêve d'éditeur, que c'était un rêve que j'osais pas trop assumer parce que je sais que bosser avec le Japon c'est vraiment très différent de bosser avec les Américains ou avec les Britanniques ou tout ça pour les comics. Et puis l'occasion a un peu fait le larron quand je suis parti de chez Brajlon. Fin 2018, c'était avec un projet de manga sous le bras, donc qui était vraiment un prototype à l'époque, dont je parlais à quelques amis, Phenom, Karim, Rémi, etc. Et je l'ai développé dans l'année, proposé à d'autres gens, failli le monter en indé. Et à un moment donné, Brajlon est venu me voir en disant voilà, on cherche à développer un nouveau truc, tout ça, le manga ça pourrait être une piste, on sait que t'as un projet manga et tout ça, parce qu'évidemment on se parlait encore, c'est pas parce que j'étais freelance pour Brajlon, donc je travaillais encore pour eux, mais on se parlait. Et voilà, l'arrivée d'un investisseur au capital de la boîte a fait que le projet a pu devenir concret et j'ai pu en fait me mettre vraiment au travail officiellement en étant rémunéré pour ça, en ayant le plaisir d'avoir l'immense privilège d'aller au Japon plusieurs fois pour défricher un peu le marché, rencontrer les agents, rencontrer les éditeurs, etc. Et que chemin faisant, 1 an et demi plus tard, après le moment où on s'est mis vraiment très sérieusement, la collection va démarrer dans quelques semaines. Donc c'est trop bien parce que je suis vraiment fier de tous les bouquins. Je me rends compte de la chance qu'on a eu là-dedans dans certaines étapes qui vont être Junji Ito, qui vont être Aohashi, qui vont être d'autres que je peux pas encore annoncer. Et voilà, c'est un honneur parce que on va publier des grands auteurs, des grandes histoires, certains des jeunes et pas encore tout à fait confirmés, certains des légendes vivantes. Et qu'il y a plein d'autres beaux projets qui sont prévus si d'aventure le lancement se passe pas mal avec ces auteurs-là, sur place, une fois que le Covid nous aura foutu la paix et tout. Enfin, sur place, en France, je veux dire. Et voilà, c'est le Japon, quoi. Le Japon, pour moi, c'est magique. C'est le plus beau pays du monde. Je parle topographiquement et aussi culturellement, même si évidemment il y a plein de choses à redire sur le Japon, comme à chaque fois qu'on parle du Japon, mais en mettant leurs défauts inhérents à toutes les civilisations de côté. Je sais pas, au Japon, je me sens bien. Dans la culture japonaise, je me reconnais. Je trouve qu'ils font beaucoup plus loin que nous. Quand ils développent des idées, tout ça, l'avant-garde chez eux est pas du tout aussi réservé à l'art contemporain que chez nous, tu vois. Il y a des très très grands maîtres qui sont Otomo, qui sont Inoue, qui sont plein d'autres qui ont révolutionné littéralement la BD et la pop culture. Je trouve que en termes de BD pure, ça fait quand même 30 ans que c'est eux les meilleurs sur le niveau moyen de la production et
et sur la production mainstream aussi, parce que moi le mainstream c'est quelque chose que j'aime. Sincèrement, j'ai grandi avec ça toujours. C'est pas parce que je parle des néons de Godzilla dans la partie 1 que ça veut dire que je déteste tout le mainstream. Voilà, moi un truc comme le Shonen Jump, ça me fait vibrer depuis toujours, et ils me font toujours vibrer aujourd'hui. Et puis ça va bien au-delà du Shonen Jump, puisque le manga c'est pas du tout que du shonen, et c'est un genre qui, comme dans le comics, permet de tout dire et de tout faire, et voilà, donc c'est charmé. En plus on republie des classiques, des trucs, tu vois, que les gens connaissent déjà et que moi je connais déjà et que je rêvais de publier. On propose des nouvelles choses. C'est une collection qui nous ressemble, tu vois, dans tous ces aspects en fait, du concept au design, au logo, aux jaquettes, aux séries choisies et tout ça. Donc voilà, maintenant c'est totalement autre chose que le comics, quoi, d'arriver dans le manga. C'est hyper gros, c'est hyper concurrentiel. Je vais pas répéter toutes les évidences, mais on se lance un peu naïvement en se disant que nos bouquins sont suffisamment bien pour trouver leur public parce qu'ils sont suffisamment bons, en fait, tout court. Et voilà, voilà, c'est très bizarre parce que c'est le stress à fond avant le lancement, quoi. Qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité quand même de ce secteur par rapport aux comics, mais même de façon générale? Qu'est-ce qui définit un petit peu, selon toi, vraiment le marché du manga en France? Quelles sont ses forces et quelles sont ses limites? Sa grande force, déjà, c'est que c'est hyper populaire, mais dans le bon sens du terme. Enfin, dans tous les sens du terme, pardon. Et tous les sens sont bons, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est un genre qui va être lu par toutes les couches de population, des plus modestes aux plus aisés, avec énormément de pop, enfin de lectrices, et donc une quasi-parité, tu vois, homme-femme, qui a vraiment des communautés et des niches, même si je déteste ce terme un peu marketeux, précises, passionnées, documentées, qui vont vraiment assez loin dans leur passion, et tu vois, dans tout ça, finalement avec beaucoup plus de bienveillance que l'image qu'on peut avoir des pépés manga qui vont insulter tout le monde sur Twitter tout de suite, tu vois. Et j'ai découvert vraiment un monde où il y a énormément de curation, de prescripteurs, de gens qui sont vraiment passionnés, qui font ça sur leur temps libre et tout, et en fait je me suis revu moi à 15 ans quand je faisais du scantrad de Naruto dans ma chambre, tu vois, et que je comprenais pas que je voulais devenir éditeur de BD en fait plus tard. Et ouais, il y a un truc, il y a un truc magique par le fait que c'est ultra populaire et qu'il y a des gens très 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 différents dans le manga. Et le sens du mot populaire, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de monde intéressé, donc forcément t'as beaucoup plus de réactions que dans le comics pour vraiment comparer quand t'annonces un titre et tout ça. Il y a eu un retentissement plus fort à l'annonce de Mangetsu qu'à l'annonce de iComics, en fait, pour le dire simplement. En plus, on a la chance d'arriver avec une collection déjà existante, donc si les gens veulent savoir si on sait travailler ou pas, il y a iComics qui est là aussi pour prouver le truc. Donc ça, c'est plutôt cool pour justement gérer tout ce stress pré-lancement, même si en fait tu rapprends tout sur le tas, et que les méthodes de travail dans la technique et la prod sont quand même vachement différentes entre le Japon et les Américains. Mais voilà, après des différences vraiment, je peux t'en lister. Je pense qu'on va faire que ça de toute façon dans cette partie 2 en vrai, parce que rien n'est pareil ou presque. C'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes agences, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de gérer les thèmes et les genres, tu vois. Il y a pas vraiment d'indé dans le manga, par exemple, aussi, c'est un truc qui fait toute la différence. Donc voilà, c'est toutes les spécificités du Japon aussi à prendre en compte, et mais c'est génial, vraiment. C'est un truc qui peut paraître bateau, mais il y a un peu un côté, c'est un honneur de travailler avec les Japonais aussi. Vraiment, tu vois. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est vraiment un honneur de travailler avec les Japonais. Parce que, même si c'est pas toujours facile et tout, évidemment, comme dans toutes les relations, il y a quand même un truc, il y a un truc qui est carré, qui est fair, qui est franc, qui est direct, tu vois, qui tourne pas autour du pot non plus, et qui est pas du tout dans la même relation business qu'on peut avoir avec les Américains, ou quand on leur achète un bouquin, il y a aussi vraiment la question de la négociation de base, de combien on va mettre sur la table, alors que les Japonais, c'est pas tellement ça qui leur importe, tu vois. C'est plutôt comment tu vas traiter la série, comment tu vas faire en sorte qu'elle soit vraiment qu'elle ait toutes les chances de rencontrer son public, en tout cas le plus de chances de rencontrer son public en France et tout. Et déjà, ça me touche vachement. En tant que passionné, je préfère un partenaire étranger qui me dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça marche vraiment? Pourquoi t'y crois autant? Que, en gros, est-ce que tu peux mettre 1000 balles de plus parce que le concurrent, il a mis ça, mais vas-y, je pense que c'est mieux chez toi, machin, tu vois. Pas du tout. Mais bon, je dénigre pas le comics parce qu'il y a un truc familial qui fait que c'est comme ça et tout ça. Et c'est agréable aussi. Mais voilà, enfin, vraiment, tout est différent, quoi. Alors, comment t'as déchiffré le terrain?
Défriché. Défricheuse, j'ai déchiffré, moi, pardon. Déchiffré un peu, hein, parce que le fait de ne pas parler la langue, ça fait que c'est une autre matrice déjà pour moi. J'ai défriché le terrain à l'ancienne, en fait, en allant à Tokyo, parce que j'avais eu la chance d'y aller avec ma femme quelques mois plus tôt, en 2019, au printemps. Je suis retourné en septembre pour Brajlon, et puis je suis retourné en février pour Brajlon, donc vraiment 3 fois en très peu de temps, juste avant le premier confinement, là. Et donc j'avais profité de mon premier voyage pour vraiment me faire à la culture là-bas, voir un peu comment ça fonctionne. Et puis on avait vraiment on est resté longtemps, on a fait le tour du Japon et tout. Donc tu vois plein de trucs, quoi, que en fait, tu sais, découvrir Kyoto, c'est un peu vivre dans un manga, et découvrir des îles comme Yakushima encore plus. Et enfin voilà, puis là c'est Mononoke en l'occurrence, mais tu vois, il y avait vraiment un voyage à travers toutes ces œuvres qui me parcouraient depuis tout petit, en fait, parce qu'on voit vraiment tout le Japon dans les œuvres d'animation ou de manga venus de Japon. Et la deuxième fois, je me suis surtout intéressé aux librairies. J'ai eu l'appui de Frédéric Tout-le-Monde, qui est un Français qui bosse au Japon, qui connaît un peu tout le monde, qui fait Euromanga notamment, qui publie Last Man en japonais, qui publie l'Axad en japonais, etc. Et qui travaille à l'ambassade et qui a vraiment énormément de contacts dans l'industrie, donc il m'a beaucoup aidé. Et puis avec Ken Nimura, dessinateur d'Aiki Giants, qui est un très bon copain dans la vie, qui habite à Tokyo, on se faisait plein de librairies à Ikebukuro et plein de quartiers, tu vois. Parce que Shibuya Shinjuku, il n'y a pas énormément de librairies hyper marquantes, mais Ikebukuro, il y a des trucs vraiment fous, quoi. Et il faut savoir que le Japon est un pays qui est tout petit. Enfin, il y a beaucoup de monde pour peu de place. Les appartements sont tout petits. Donc en fait, les gens n'ont pas des grandes collections là-bas. Donc ce qui fait qu'en fait, dans les magasins, t'as souvent que les nouveautés. Parce que le back catalogue au Japon, c'est pas un truc qui existe vraiment. Faut vraiment être à la campagne, tu vois, et dans le sud du Japon pour avoir plus la place des maisons, des grandes collections et tout. Et donc, dans leur culture même, du coup, ils sont toujours sur la nouveauté. Et ça les pousse. Il y a énormément d'éditeurs, il y a énormément de production, proportionnellement, je veux dire, par rapport au nombre qu'on est d'Américains et d'Européens, tu vois, et ce qu'on a en comics, en franco-belge à côté. Et, du coup, tu regardes, en fait, tu vas en librairie, tu regardes, tu vois des couvertures qui sont belles, tu vois des intérieurs qui sont beaux, tu sais ce qui existe sur le marché parce que toi-même t'achètes enfin, moi, j'achète énormément de mangas depuis toujours, donc je sais ce qui sort et ce qui sort pas et ce qui est inédit et tout. Et puis après, tu rentres et puis, bah, des fois, tu vas lire des scans, des fois, tu vas lire des héros japonais, des fois, tu vas les faire traduire par des amis, tout ça, t'as plein de méthodes, en fait, pour vraiment comprendre de quoi il en retourne. Et puis donc ça c'est vraiment septembre et puis les premières phases avant que je revienne vraiment chez Brajlon, mais où j'avais ce voyage de défrichage justement pour me faire un peu au truc. Et puis en février, là on avait contacté les différentes agences et tout avec qui on a été mis en contact, qui nous avaient organisé des rendez-vous à Tokyo. Donc on a vraiment fait le tour des éditeurs, des maisons, quoi, pour se présenter Brajlon, présenter notre volonté, notre ambition et tout ça. Et ça s'est super bien passé, donc ça a vraiment aidé à mort la vie de Mangetsu tout court, puisqu'après on était confinés, je le savais pas à ce moment-là, même si c'était le début de la parano du Covid. Genre Panini devait beaucoup aller pour ses rendez-vous manga au Japon en même temps. Ils avaient c'était beaucoup et ils avaient beaucoup de rendez-vous. Et en fait, ils ont tous annulé parce qu'il y avait le Covid. Et je me suis retrouvé à récupérer certains rendez-vous de Panini, en fait, qui du coup m'étaient ouverts parce que moi, je m'étais pris un peu trop tard par rapport aux gens et tout ça. Donc, en fait, c'est juste après Angoulême, la période. Et à Angoulême, souvent, les Japonais viennent. Donc, ils discutent à Angoulême et en fait, tu finis les deals à Tokyo. En tout cas, de ce que j'en comprends. Et moi, c'était pas le cas parce qu'il fallait que je me présente et que j'allais vraiment dire, OK, voilà, vous avez entendu parler de nous vite fait, mais on se connaît pas, on s'est pas vu à Angoulême, on s'est à peine croisés, tu vois. Et on s'est juste dit bonjour. Et du coup, ben voilà, on veut faire ci, ça, quoi. Et en fait, via 3 ou 4 agences, on arrive à être représenté chez à peu près 100% des éditeurs japonais. Donc moi, derrière, j'ai regardé des milliers de titres. J'ai passé littéralement des journées et des nuits entières à défricher, à regarder tout ce qui existait, tout ce qui était pas déjà sorti et donc disponible sur le marché. Et donc des fois, tu crois que ça l'est, mais en fait, ça l'est plus ou ça l'est pas parce que finalement, ils veulent pas le vendre le titre et tout. Et il y a plein d'autres raisons qui sont très spécifiques au Japon pour le coup. Ça ne m'est jamais arrivé avec les US et j'ai pas eu vent de trop d'affaires comme ça, alors que dans le Japon, c'est un peu plus monnaie courante. Et voilà, je sais pas trop, ça s'est fait petit à petit après, dans le courant de l'année 2020, on a eu des confirmations de signature de série, mais il y en a où on s'en doutait, mais 6 mois plus tard, on a eu la vraie confirmation, donc je passe quand même 6 mois dans le noir, tu vois, à dire, ok, mais si je l'ai pas, qu'est-ce que je fais, avec quoi on lance, et tout ça, donc tu recalcules tes budgets en boucle, et au final, ce qui est ouf, c'est que, à l'exception d'une série de Hayashi Dakyu, qui s'appelle Die Dark, et d'une autre qui chez moi se serait appelé Yakuza Princess, c'est Yakuza Réincarnation de manga, la traduction occidentale du titre japonais, et qui n'est pas chez moi, je sais pas chez qui ça est, mais
On a tous les titres qu'on voulait en fait au départ. Donc Awashi, c'est ma vraie volonté première une fois que j'ai compris que Captain Tsubasa serait pas du tout possible. Chiruran, pareil. Junji Ito, c'était un rêve mouillé. Jamais j'y croyais. Avant de faire les rendez-vous le mercredi matin, ce fameux mercredi au Japon en février 2020, jamais de la vie j'aurais cru que c'était possible de devenir l'éditeur principal de Junji Ito. Tetsuhara, même chose avec Eiji. Et puis toutes les petites pépites à côté, tu vois, les mandalas de feu, Panda, tout ça, tous les petits trucs qu'on voulait ramener à côté que les gens connaissaient pas vraiment, tu vois, aller défricher un truc. Et c'est ouais, je sais pas si parce que j'ai le stress du lancement, mais j'ai même du mal à reconstituer un peu les étapes, tu sais, de comment ça s'est construit, parce que ça a duré vraiment longtemps. Hein. Par iComics, c'était 7-8 mois de construction du label. Là, c'est un peu plus d'un an et demi, quoi. Donc, tu vois, il y a eu des versions, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tergiversations. C'était quoi les doutes principaux? Bah déjà, pour Brajlon, est-ce qu'on le fait, quoi? Tu vois, genre, on n'a pas eu de contrat jusqu'à tard. Donc ils disaient, bah en fait, on va peut-être juste pas le faire. Enfin, tu vois, si les contrats ils n'arrivent pas, bah, à un moment donné, il faut se faire des raisons, on arrête. Et moi, j'étais là, genre, non, mais enfin, ça marche. En fait, ils nous ont dit, ok, on a les offres et tout, on a fait ça bien, carré, tu vois comment c'est faire et tout. Mais il y a un truc avec le Japon qui fait que c'est beaucoup plus long d'avoir des confirmations de droits sur des séries. Il n'y a pas du tout la phase d'enchère comme. Enfin, il n'y a pas du tout, c'est qu'il y a beaucoup moins la phase d'enchère que dans les comics, où tu vas vraiment être à la même table que Glénat, Urban, Delcourt et tout. Et donc, on doutait, quoi. Donc, Brajlon s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Si on le fait, dans quelles conditions? Avec quel, est-ce qu'on prend un prestataire externe? Est-ce qu'on prend un responsable d'édition? Comme on a sur iComics avec Julie qui m'accompagne? Est-ce que c'est Sullivan tout seul? Enfin, tu vois, il y a eu plein de questions comme ça. Et puis, du coup, les doutes ont duré assez longtemps à cause de ce décalage dans le temps. Là, puis le Covid n'a vraiment pas aidé pour le coup, parce qu'au moment où on devait recevoir des contrats, le Covid arrive et le Japon aussi se confine, même s'ils n'ont pas eu un confinement total comme nous. C'était quand même, tu vois, un peu fermados, quoi. Et ouais, ces doutes-là, à ne pas savoir si on avait Aohashi, Junji, tout tant que j'avais pas les contrats, je pouvais pas y croire. Tu vois, du coup, dans la perspective de si on a effectivement les droits comme on croit qu'on les a, qu'est-ce qu'on va faire comme jaquette, qu'est-ce qu'on va faire comme design, ça va être quoi notre logo et tout. Moi, j'avais trouvé le nom Mangetsu dans le courant de l'année 2020, au début de l'année à peu près, avec le fait que donc il y ait ces 3 syllabes seulement, que tu vois, que ce soit la pleine lune, donc quelque chose de très graphique, que les idéogrammes soient magnifiques, qu'il y ait manga un peu dans Mangetsu quand même, tout ça. Et derrière, il fallait, avec Flavien qui avait fait le design de iComics, bosser sur des logos et tout, donc c'est la direction et tout, mais sans savoir si le truc allait totalement aboutir. Donc en fait, t'as l'impression de bosser un peu dans le vide. Et dans l'édition, c'est un truc qui nous arrive assez souvent. Toutes les séries qu'on n'a pas, bah faut se rendre compte qu'on a fait des offres, on a bossé sur des plans qu'on a proposés, mais qui n'auront servi, enfin toutes ces heures n'ont servi à rien et tout. Et donc c'est quelque chose qui est frustrant. Et quand c'est à l'échelle d'une collection, c'est même plus frustrant, c'est complètement, enfin j'en dormais pas, tu vois. Et j'ai pas du tout passé la meilleure période de ma vie. En plus, d'un point de vue perso, donc on a déménagé ici dans cette maison le jour littéralement du confinement en mars, donc avec un bébé de 6 mois. Enfin tu vois, avec tous les doutes qui peuvent s'accompagner et tout ça. Je pense qu'il y a des gens parents qui nous écoutent, ils verront très bien de quoi je parle. Et changer de région, enfin tu vois, tout ça. Un moment où en fait tu changes de région pour être au bureau, mais il n'y a plus de bureau. Et par internet, tu vois, pendant des mois, j'étais en 4G pendant des mois, jusqu'à décembre, là, tu vois, donc c'était encore tout récent. Et Dieu merci, la 4G est efficace ici, mais putain, faire des relectures, télécharger des PDF et tout, laisse tomber, ou des natifs, je t'en parle même pas. Et ouais, il y a eu un milliard de doutes, et puis il y a eu un milliard de difficultés. Là, il y a pas longtemps, on s'est séparé de notre prestataire principal pour tout confier à Black Studio, ou tout ou presque à Black Studio. Et ça a été une réorganisation énorme après avoir fini la prod d'Aohashi tome 1 et 2, qui a tout changé pour nous. Dieu merci, je bosse avec des soldats de l'amour. Anaïs, Martin et Spade sont vraiment les 3 meilleurs cavaliers que je pouvais espérer avoir dans cette aventure, tu vois, surtout pour des gens qui sont freelance, qui sont en agence, qui travaillent pour nous, quoi, sur facture et tout. Et vraiment, j'ai une équipe hyper impliquée, hyper quali, qui sont allés chercher des tueurs, tu vois, sur le lettrage. On a les mecs de One Piece sur Keiji, par exemple. Enfin, tu vois, on fait toutes les zonos, on triche pas, on va au bout du délire et tout. Et donc, on est très fiers de tout ça. Mais ça, c'est pareil, tu vois, moi, mon jusqu'au boutisme éditorial,
qui est quand même assez poussé, quoi. Je savais pas à quel point Brajlon pouvait l'entendre, quoi. Venez, on va en fait avoir des coûts par page pour les zonos, tu vois, qu'on va devoir rajouter au CEP, machin, ça va clairement faire grimper le prix de la prod des bouquins et tout, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on veut faire du manga quali, c'est comme ça, les gars. Et ils m'ont écouté, et au final, tout s'est bien passé, donc on peut vraiment sortir ce qu'on voulait sortir. Il y a aucune frustration, il y a jamais rien, on m'a jamais dit non à un budget pour, tu vois, les pages d'analyse de Morolian, elle est payée pour le faire sur Junji Ito, évidemment, et on m'a jamais dit non pour ces budgets-là, ou pour traduire les questions à l'auteur, enfin, tu vois, bref. Et donc ça, c'est quand même vraiment cool. En partie 1, je parlais de la liberté que Braj London, c'est aussi celle-ci, quoi, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très appréciable. Et parce que ça permet de sortir des bouquins en faisant tes nuits, en fait, en te disant, j'ai pas sorti un truc qui est la moitié de ce que j'étais capable de faire. Là, on a été au bout. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, franchement, pas de regret. Voilà, on est désolé, mais nous, on a donné tout ce qu'on avait. Donc, mais bon, tout ça, bah, tu doutes, hein, tant que t'as pas les mains dans le cambouis, tu sais pas si ça va vraiment se passer comme ça. Et puis, on a eu des difficultés énormes. Il y a des trucs dont je peux pas parler parce que ça touche au légal et tout ça, mais et puis que voilà, avec le Japon, je veux pas trop dévoiler de choses, mais on a failli avoir un lancement beaucoup plus compliqué, à devoir repousser notre série principale indéfiniment. Parce qu'un truc sur lequel on n'avait aucune prise se passait au Japon mais bloquait tout à l'international. Sauf que nous, c'était c'est notre carrosse, tu vois. Enfin, genre, voilà, Aoashi, laisse tomber, c'est la priorité. Enfin, c'est un manga extraordinairement bon. Et je suis halluciné d'avoir un manga aussi bon au catalogue pour se lancer. Et imagine, tu vois, comment j'étais bleu quand pendant 8 jours, tu sais pas si tu vas juste pouvoir les imprimer, quoi. Et juste pouvoir avoir le droit de les sortir comme c'est prévu le jour de la super lune, parce que t'as tout ce délire. Laisse tomber les frayeurs. Donc c'est bien parce que j'avais tendance à m'empâter avec l'hiver, mais j'ai perdu du poids juste avec le stress de trucs comme ça, tu vois. Et là, encore en ce moment, on a une galère sur une jaquette. Alors c'est pas grand chose, le problème va se régler, mais tu vois, le bouquin il part en impression le 14 avril, on est le 10 ou le 8 aujourd'hui. Bah voilà, il ne reste plus beaucoup de jours pour le régler, le faire valider, machin et tout. Et bah, c'est les aléas de la prod, du fait d'apprendre et tout ça. Donc voilà, on essuie des plâtres. Pour les futurs titres, on aura de l'avance et tout ça comme une bonne prod de BD. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire la prod comme on l'entend. Et je suis avec des gens extrêmement expérimentés, qui sont Black Studio. Et Spade aussi pour la partie graphique. Et Flavien pour le design global de Mangetsu Deppa. Et du coup, je sais que si même moi je me chie, je suis tellement bien entouré que ça pourra pas être mauvais de toute façon. Et c'est la meilleure configuration qu'il faut avoir dans le travail en équipe. Le fait tu sais, c'est comme un match de foot, quoi. Même si tu passes à travers ton match, tu sais que t'as peut-être 10 joueurs qui vont sauver le truc et tu vas gagner, et voilà. Et les mecs te pardonneront parce qu'un jour, il y en a un autre qui va passer au travers. Et au final, on s'entraide énormément. Il y a beaucoup de corrections, beaucoup d'allers-retours entre nous, beaucoup de réflexions. On s'appelle beaucoup, on parle énormément tous les jours et tout. Et ça me rassure vachement, moi, dans le travail. C'est un truc quasiment garage, tu vois. On serait dans la même pièce, Mangetsu tiendrait sur les 4 personnes dans la pièce, tu vois. Niveau prod. Après, il y a les gens de Brajlon, évidemment, la Fab et tout ça, et tous les services de marketing, de presse et de commercial, et même Claire aussi pour la supervision de ce joyeux bazar. Mais la partie prod pure qui va produire les bouquins, de les recevoir en japonais, les ressortir en français pré-imprimés, c'est, tu vois, ça tient sur E3 et puis moi pour les piloter un peu et puis tu vois donner les influx tu vois de éditoriaux là où il y a besoin sur les différents traducteurs, les traductions elles-mêmes, les pages de bonus, la politique globale et tout et c'est chambé, ça n'a pas de prix en vrai de bosser dans des conditions où tu sens que t'as confiance et le contrôle sur les choses, tu vois. Donc tu te fais peur parce que ça fait peur de se lancer dans le vide comme ça. Mais voilà, avoir la fierté de se dire que quand les gens vont découvrir Awashi tome 1 et 2 le 26 mai, ce sera les tomes tels qu'on a voulu les sortir à 6,90€. Tu vois, donc vraiment le prix le plus bas qu'on peut avoir sur un shonen, surtout un 130 par 180 parce qu'il est un peu plus grand un peu plus large en tout cas que le shonen Jump, quoi. Et Junji Ito, tu vois, là c'est 25€ qu'on engage chez les gens avec Tobier, mais voilà, c'est le bouquin sur lequel on a mis le plus d'amour de toute notre vie. Tous les gens qui travaillent sur Tobier n'ont jamais autant travaillé sur un bouquin, tu vois. Et on veut rendre les gens fiers de se dire, ok, on peut faire confiance à ces mecs-là, comme on peut avoir cette relation de confiance sur iComics et ça se travaille, quoi, littéralement, quoi. C'est du bon char, comme on dit, quoi. Tu mentionnais un peu les allers-retours avec les japonaises, c'est quand même une façon de travailler qui est assez particulière, non? Avec justement les agences, les agents. Ouais, et puis on apprend encore, parce que toutes les maisons d'édition japonaises n'ont pas les mêmes.
Donc, ils ont chacune leur spécificité qu'il faut adapter aussi derrière avec tes différents rétro-planning et tes différents titres. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'allers-retours. En plus, il y a un élément en plus. Ils veulent pas tout valider, justement, dès que tu fais quelque chose, il faut absolument qu'ils te Non, valident mais par exemple, tu vois un habillage web sur un site comme Comicsblog, tu le fais pas valider par les ayants droit américains, tu le fais valider par les japonais. Tu vois, donc déjà, ça ralentit vachement. Sur une queue de budget, un truc que tu prendrais sur un coup de tête et que tu fais monter par un graphiste en l'espace de 3 jours, tu peux pas faire ça. Non, ouais. Parce que tu as la donnée, les 7 à 10 jours de validation au Japon entre temps, quoi. Donc évidemment, si tu travailles bien et tout, les validations, au bout d'un moment, ça devient un piece of cake et les gens, au bout de 48 heures, ils disent OK, vas-y, let's go, c'est bon, on a confiance, c'est très bien, tu vois. Et puis tu reprends toujours un peu les mêmes éléments, donc tu sais ce qui passe pas et tout ça. Mais oui, ça nous arrivait sur une PLV de devoir décaler les cheveux du personnage pour, tu vois, machin. Et, mais c'est pas grave parce que c'est toujours amélioratif. Donc ils ont vraiment envie de faire marcher leur titre à l'international. C'est le soft power aussi japonais, tu vois. Ils ont envie de faire briller leur culture à l'international. Et c'est grave respectable. J'aimerais qu'en France, on ait la même ambition, par ailleurs. Je le dis, si un jour des gens sont intéressés pour, pas forcément nécessairement faire des histoires en France, mais en tout cas que les artistes français s'exportent mieux, moi, c'est un truc qui, je pense, est obligatoire, même si, du coup, on reste un peu le secret bien gardé de beaucoup d'autres artistes. On est beaucoup des artistes d'artistes en France, quoi. Et justement, de japonais ou d'américains ou de brésiliens, italiens, espagnols et tout, bref. Et, mais oui, sur les allers-retours, y en a qui vont pas contrôler les intérieurs, mais qui vont juste contrôler la jaquette et la couverture, qui sont deux choses différentes. Du coup, la dust jacket par-dessus et la couverture du bouquin broché en tant que tel. Mais sur Junji Ito, on est sur du cartonné, c'est comme une couverture de comics sur laquelle on rajoute une jaquette. Donc c'est vrai que ça fait déjà un élément en plus à contrôler par rapport à un comic book, quoi. Et puis ils vont contrôler ce qu'on appelle le colophon, qui est en fait la page d'ours où il y a toutes les infos légales à la fin, quoi, pour vérifier que les bons copyrights sont à la bonne place et tout ça. Certains demandent, tu vois, les copyrights sur la jaquette, d'autres non. Donc ça, faut le faire intégrer, le faire vérifier, qu'ils disent OK, c'est bon, machin. L'ADA, il la valide. Nous, on recrée des logos. Tu vois, Spade, il se fait chier. Sur Keiji, il a fait carrément un logo au pinceau à la main et tout. Donc, il a dû après le vectoriser, tu vois, pour pouvoir le numériser, pour que ce soit imprimable et tout ça. Donc, ça, faut le faire valider. Mais tu vois, c'est beaucoup de travail. Donc, des fois, ils refusent. Des fois, ils disent oui, non. Des fois, ils disent entre deux. Des fois, machin. Mais globalement, ils nous laissent travailler comme on entend travailler. De toute façon, il est acquis dans le manga que la maquette VO va très souvent prendre le pas sur ce qui va sortir en français. Souvent, on a les mêmes couvertures et les mêmes intérieurs qu'en VO. Et en fait, on rajoute nos logos, Glénat ou Kurokawa ou Kiun ou Mangetsu, nous, en ce qui nous concerne. Et c'est pas le cas sur Junji Ito. On recrée une DA de A à Z, nous, mais c'est le contrat qu'on a passé avec les Japonais, et c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'on voulait. Mais tu vois, Ohashi, le tome 1, il a la même couverture et la même taille que le tome japonais. Il y a juste, il est brandé Mangetsu et j'espère très bien traduit et très bien lettré, parce qu'on a vraiment mis du cœur, on a vraiment essayé de faire ça très très bien dans les deux aspects. Et voilà, sinon il diffère pas trop, tu sais, de la maquette japonaise. Donc du coup, il valide aussi des fois un peu par, enfin, si tu veux, le tome 1, c'est normal, il valide ton logo, il valide tes créas, il valide tes typos aussi sur le lettrage et tout, pour certains, pas tous. Mais sur Aohashi, tome 13, je pense que la valide, elle sera beaucoup moins longue que là pour le tome 1, c'est logique, tu vois, parce que on reprendra la couve du tome 13 et on collera notre logo au bon endroit et machin, et la tomaison, et tu envoies ça, le colophon, la couverture, on est OK, et après nous on travaille, et on travaille bien. Et de toute façon, si tu travailles mal, ça leur revient très vite aux oreilles. Donc ils sauront te mettre un taquet, parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs, et donc beaucoup plus de remontées, tu vois, de trucs. Même si je trouve que globalement le lectorat est pas assez tatillon sur la qualité des trades et des lettrages qui lui sont proposés en règle générale, mais bon, ça c'est mon avis de vieille élitiste de merde. Mais globalement, les Japonais sont quand même au courant quand il y a des pétouilles, tu vois, ça arrive des fois des mecs qui impriment des chapitres à l'envers. Les Japonais, ils en entendent parler, même si c'est juste sur un lot, t'inquiète, ils vont te mettre un mail, ils vont te dire OK, mais tu refais pas ça par contre, tu vois, parce que là c'est notre licence en fait. On est là pour te rappeler aussi. Il y a beaucoup plus cette dimension là, tu vois, c'est leur licence, c'est pas toi qui décides. Mais c'est pas grave. Parce que ils patronnent un peu comme ça. Ouais, mais en même temps, ils te mettent tellement de la qualité dans les mains que tu dis OK, mais moi de toute façon, je suis au service de l'auteur, hein, tu vois, en vrai. Donc, tu vois, que vous soyez comme ça exigeant, je trouve ça bien pour l'auteur. Donc, voilà, c'est faire, hein, en vrai. Donc, et puis, bon, c'est pas non plus, c'est pas des nazis de l'espace, hein, tu vois. Il y a plein d'éditeurs français qui font leur couve, qui font leur truc, qui demandent et ils ont des OK et tout ça. Et il y a pas nous, on a changé pas mal d'éléments et tout. Et ça, c'est tant que tu sais l'expliquer, en fait. C'est ça qui est important avec eux, c'est qu'il y a beaucoup plus de dialogue. Les Américains, quand tu vas faire valider une couverture, il y a peut-être un truc qui va pas leur plaire, ils vont juste te dire tu peux changer ça, s'il te plaît. Et il n'y a pas de pourquoi, comment. Les Japonais, tu leur expliques pourquoi tu as fait ça, ils te répondent ah ok, j'ai compris, mais est-ce que tu as pensé à faire ci, ça, ça. Et c'est génial parce que tu as
il y a un débat d'idées presque en fait, tu vois, qui se crée. Alors après, tu leur dis, bah non, en fait, nous, c'est notre DA de faire ça, donc on peut faire ça vraiment. Et ils disent, oh, ok, on comprend. De toute façon, c'est pas moche, tu vois. Donc il y a ce truc de patronat, comme tu dis là, qui est un peu vrai, mais c'est aussi normal. Tu vois, moi, je trouve ça normal d'être déférent auprès des Japonais. Ils ont une culture qui est tellement basée sur le respect, tu vois, en société et tout, et dans le travail aussi, que je trouve ça normal de répliquer ça au minimum, tu vois, et du coup d'être déférent parce qu'on est des petits nouveaux et c'est grâce à eux qu'on a ces titres-là et tout ça. Et après, on va leur prouver qu'on travaille très bien, et puis après, ils vont nous faire confiance aveugle, tu vois, et ce sera génial comme ça, si on travaille très bien. Mais du coup, ça te met une pression aussi. Il n'y a pas uniquement le lectorat, il y a aussi le côté, faut que ça plaise déjà aux mecs qui nous confient ces bouquins, quoi. Et ils ont des fois des yeux très acérés quand même. Sur la question de la traduction et du lettrage, c'est aussi assez particulier pour tout ce qui est manga, tout ce qui vient en fait voilà, d'un langage dans l'écriture qui n'a absolument rien à voir au nôtre. Hein. Carrément, ouais. Bah ouais, c'est d'autant plus bizarre pour moi parce que je lis pas le japonais, donc voilà. Mais du coup, on a la chance d'avoir des préparatrices de copie et des relectrices qui parlent japonais. Donc c'est cool parce qu'en fait, elles vont préparer les trades de nos traductrices et ou traducteurs pour le lettrage. Donc il y a un bouquin qui est pointé avec les notes et tout ça, et puis t'as un fichier Word à côté avec les différents trucs, et donc elles sont là pour parce qu'il y a que des femmes, donc c'est pour ça que je dis elles sont là pour préparer le lettrage derrière, et une fois que c'est lettré, relire, vérifier que tout a bien été intégré et que ça fonctionne bien par rapport aux bulles japonaises. Donc en fait, t'as une traductrice qui passe dessus, qui fait sa trad, une prépa de copie qui va regarder avec la copie japonaise si on est OK. Et une fois que c'est lettré, elle repasse pour vérifier que tout est OK. Et après, moi seulement, je reçois la première épreuve. Alors, je peux la demander avant, évidemment, et c'est souvent ce qui se passe en ce moment, vu que c'est les premiers bouquins. Mais techniquement, c'est là que je reçois la première épreuve. Et là, moi, je fais mes corrections d'éditeur. Tu vois, sur des niveaux, sur des histoires de niveau de langage, sur la question du nom-prénom, par exemple, parce que les Japonais disent Nobunaga Oda, nous on dit Oda Nobunaga, tu vois, etc., etc. Il y en a aussi les termes footballistiques dans Ohashi, une certaine forme de ton. Dans Junji Ito, et pareil sur le lettrage du coup, parce que le lettrage est très particulier en manga, beaucoup plus personnalisé que dans le comics, notamment avec la question des onomatopées qui est beaucoup plus forte que dans le comics, puisque là il faut les traduire à côté, donc ça veut pas dire les traduire dans les gouttières, ça veut dire recréer l'onomatopée avec le même effet en alphabet occidental, donc ça aussi c'est du travail qu'il faut contrôler, qu'il faut checker tout ça. Mais pourtant toi t'as dit que tu gardais les onomatopées originales. Ouais, en fait on les garde et on recrée juste à côté des onomatopées originales les mêmes avec le même effet en dessin. On crée des onomatopées en alphabet occidental du coup. Et ça risque pas de surcharger un peu non, pas du tout, parce qu'en fait c'est travaillé avec excellence par nos équipes, et donc par Martin et par Bakayaro et par plein d'autres, et donc du coup il y a tu peux comparer, si on fera un jeu je te montrerai tout à l'heure avec Chiroran par exemple, parce que j'ai les VO qui sont juste là, ce que ça donne en fait c'est la même masse, mais c'est juste t'as les deux zonos et c'est hyper beau en fait, vraiment c'est même un peu le meilleur des deux mondes quoi. Donc après il y a des trucs comme certains panneaux où c'est écrit trop petit parce que la case est trop petite, là on va mettre une astérisque et expliquer ce que les idéogrammes veulent dire si ça a un apport narratif, de dire par exemple je sais pas, le mec est pharmacien et que ça se passe dans sa pharmacie mais que le panneau est tout petit, on va dire pharmacie un tel, tu vois, et voilà du coup donc c'est pas facile, mais il y a tellement de gens qui repassent dessus, tu vois, qui passent dessus déjà avec deux personnes qui parlent japonais et qui repassent dessus et tout, qu'à la fin l'épreuve finale, donc c'est souvent la 3e ou la 4e version, elle doit pouvoir convenir à tout le monde, aux gens qui maîtrisent la langue japonaise, aux gens qui maîtrisent la langue française, aux gens qui maîtrisent les deux, aux mecs qui maîtrisent le lettrage, parce que c'est pas la même tu vois masse de texte entre des idéogrammes et l'alphabet occidental en français, et à l'éditeur évidemment pour que le ton et que la trad sonne bien, enfin tu vois tout ça. Donc c'est un peu une alchimie en fait, en vrai, tu vois, tu mets plein de petits éléments, il leur sort un truc et tu vas essayer de l'améliorer toujours, et une fois que tu en es suffisamment fier et que tu rencontres tes deadlines aussi, parce qu'on est dans l'édition industrielle, t'envoies le truc à la fab et let's go. Donc nous on apporte un soin vraiment énorme parce qu'on est tous des gros flippés, et que Black Studio ils sont comme moi, ils ont tendance à dire oui on fait juste une relecture chacun parce qu'on faut être efficace et tout. En fait on le relit tous 2 ou 3 fois chacun, et Ohashi tome 1 je l'ai lu 9 fois je crois, tu vois. Mais je sais qu'il est nickel, et jusqu'à la 9e fois on a trouvé et fait des changements. Donc ça, sûrement que quand je le lirai, quand il arrivera, je me dirai ah merde, on aurait peut-être pu faire ça comme ça, tu vois. Mais bon, c'est le jeu, tu vois, c'est comme n'importe quel
œuvre d'art, nous on a un influx minime dessus, mais il y a un moment où il faut savoir la lâcher quand même, quoi. Donc voilà. Mais après c'est trop cool, le lettrage et tout, c'est vraiment c'est passionnant. En vrai, chaque manga, tu reçois des tests lettrage, donc tu as 3 ou 4 versions de lettrage imaginé par le lettreur, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner. Et donc là, tu as un vrai débat de j'aime bien, t'as vu dans la V4 là sur le truc, tu vois, qui se passe en monologue intérieur, j'aime bien cette typo-là, mais elle irait bien peut-être avec celle des bulles de dialogue de la V2 machin. Et donc t'échanges, tu fais des tests jusqu'à trouver la bonne recette et voilà. Dans le comics, c'est beaucoup plus vite, beaucoup plus évident, parce qu'en fait souvent les Américains nous envoient les typos qu'ils utilisent eux-mêmes dans les comics, donc en fait comme on a le même alphabet, on prend la typo et juste il y a la masse de texte à régler, tu vois, et les césures et tout ça. Donc la césure, c'est le fait d'avoir un mot coupé en deux avec un tiret pour descendre la ligne d'en dessous dans une BD. Donc ça, on essaie de l'éviter au maximum, par exemple, mais des fois l'éviter, ça veut dire tourner la phrase autrement, et parce qu'il y a des césures qui peuvent être vraiment très moches, qui cassent totalement le rythme de lecture. Il y en a qui sont pas gênantes et qu'on peut assumer, mais et tout ça, avec le japonais et le lettreur et tout, c'est top. Et ce qui est trop bien, c'est que Martin et Anaïs, j'espère ne pas briser un secret, partagent les mêmes foyers. Du coup, elle est traductrice et lui est lettreur. Et sont les 2 coordinateurs de tous nos projets, à la fois pour le côté traduction pure et le côté lettrage. Donc en fait, c'est génial. Parce qu'ils contrôlent tout au même endroit et tout, et c'est là-bas que se passe la magie de Mangetsu, tu vois. Moi, je passe ma journée en call avec eux et on se parle tout le temps, on résout des problèmes toute la journée ensemble, mais c'est vraiment eux qui voient passer toutes les versions, tous les fichiers, tous les trucs, qui se posent toutes les premières questions, et après moi je viens les embêter en demandant X mille corrections, parce que je suis un éditeur un peu chiant et perfectionniste, mais ils le prennent bien, et eux aussi veulent vraiment faire les plus beaux bouquins possibles, et tu vois, ça qui est cool, l'énergie là derrière, niveau de taf, elle est saine, quoi. Donc au moins, comme je te disais tout à l'heure, on n'aura pas de regrets, on aura donné tout ce qu'on pouvait donner, et après il y aura forcément des choses à améliorer, et on les améliorera autant que possible, quoi. Sur le point de vue de la direction artistique, tu avais quand même un modèle sur lequel travailler, parce que tu disais que voilà, certains bouquins, on reprenne juste en fait ce qui se passe en VO, et puis quelque part avec le marché du manga tel qu'il est en France, tu as aussi un modèle standard de publication, donc quand tu as dû façonner aussi cette direction artistique, il n'y avait pas non plus 10 000 solutions alors. Non, c'est sûr. Moi, vu que je suis consommateur de Glénat, de Kiyun, de Kana, de Kurokawa, de tout le monde, de Kazé, de you name it. Du coup, je me suis vraiment inspiré de Kiyun, de Kurokawa surtout, qui je trouvais être les plus modernes aujourd'hui. La question du genre qui figure au dos, sur le macaron en haut de nos jaquettes sur le dos, a été imposée par la diffusion, d'avoir les genres shonen, life, seinen, tout ça. Moi, j'étais pour qu'il n'y ait que des codes couleurs et qu'on se passe de ces classifications qui sont parfois qui parfois cloisonnent un peu trop et pas toujours très bien les différents bouquins, notamment Aoashi qui est biclassé un peu shonen seinen, tu vois, et qui pourtant est un pur shonen neketsu quand même, et mass market, et enfin tu vois, qui peut plaire vraiment au plus grand nombre. Et le reste, beaucoup d'inspi de ce qui se faisait déjà, en essayant d'apporter notre petite patte un peu moderne. Les consignes pour Flavien, c'était vraiment de rester dans des couleurs japonaises. Donc je suis content qu'on l'ait fait avec ce violet cerisier, avec le vert Uniqlo, je l'appelle, avec le bleu nuit, avec le orange. Le orange, c'est un peu plus le code shonen neketsu, mais voilà, avec, dans le shonen, moi les 2 miens sont des neketsu en l'occurrence. Donc du coup, je trouvais ça logique d'avoir cette gamme d'orange, quoi, qui d'ailleurs est, je crois, utilisé par Kiyun aussi sur leur shonen, si j'ai pas de bêtises. C'est pas une imitation, c'est juste ça nous est venu assez naturellement. Il faut savoir que Kiyun, si des gens le découvrent aujourd'hui, sont des amis et des gens avec qui on s'entraide beaucoup, sur différents projets. Eux-mêmes, la collection Lovecraft, c'est une fabrication Brajlon, des couvertures cuir et tout ça. Ouais. Ils connaissent bien les équipes de Brajlon depuis bien avant que moi j'y sois. Moi, je connais Ahmed de Kiyun depuis un moment, et voilà, on a des passions communes, et on discute et on mange souvent ensemble, et on parle beaucoup de manga et d'édition en règle générale, parce qu'ils ont aussi du comics à côté. Donc quelque part, ça t'a aidé du coup aussi pour te lancer. Ahmed, il m'a aidé à mort. Ahmed, il m'a aidé plus que je pourrais jamais le remercier. C'est grâce à lui que j'ai eu énormément de contacts d'agence. C'est la première personne à qui j'ai été présenter le projet, en dehors des mecs avec qui je le montais au départ. Ahmed, il est très très important, et c'est un mec pour qui j'ai un respect infini, qui, pareil, beaucoup de déférence envers les Japonais. Lui, il parle japonais en l'occurrence. Voilà, c'est un amour, c'est le meilleur sur le marché.
du manga tout court. De tous les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est le meilleur. Et Grégoire Hello qui se défend très bien avec Kurokawa, mais le fait qu'il soit freelance et tout ça change le. Enfin, tu vois, moi j'aime bien le côté aussi entrepreneur d'Ahmed en fait, et pas juste l'éditeur qui va chercher les très bonnes séries. Évidemment que Greg a des goûts sûrs et va chercher les très bons bouquins et fait des très très belles choses avec Kurokawa. Hein. Tu vois, Vinland Saga, c'est une de mes séries préférées. One Punch, c'est un des meilleurs shonen sur le marché, etc. Mais Ahmed, l'entièreté de Kiyun me fascine, quoi. Donc il m'a vraiment donné un coup de main et ouais, du coup on l'a peut-être imité un peu sans faire exprès sur la couleur du shonen, mais la consigne à Flavien, c'était on avait la lune déjà qui a été dessinée par Run du label 119, qui était elle basée sur une lune façon Atsushi Kaneko, avec qui lui il avait travaillé et qui moi est un auteur de manga que j'adore, et Run a respecté le brief à 100 000%, et ce logo on l'a depuis longtemps, on l'a depuis avril 2020 je crois. Et derrière avec Flav, c'était aller taper une belle typo influence Otomo, parce que lui-même n'est pas dans le manga, mais complètement bouleversé par les designs de Katsuhiro Otomo. Ça l'a complètement changé lui-même en tant que designer, parce qu'il fait des projets un peu plus dans la mode et dans le web le reste du temps. Et donc du coup, il a très bien pigé ce que je voulais comme typo, et enfin celle que vous voyez de Mangetsu aujourd'hui, c'est littéralement ça. Et avec une espèce d'ambiance streetwear, quoi. Donc c'est là qu'est venu le fameux Bordeaux un peu à la suprême, avec la couleur verte derrière. Et depuis, on a supprimé les idéogrammes, en tout cas sur les bouquins. Et on a un peu arrondi au bord de la lune. On a encore le bandeau avec les angles droits, mais il est arrondi après la lune, quoi. Et ça, c'est Martin de Black Studio qui avait récupéré derrière. On a longtemps travaillé sur des déclinaisons. Et on pourra montrer tous ces trucs-là un jour. On a fait plein de versions différentes. Et jusqu'à trouver le cocktail de celle qui nous allait bien sur la couve, sur les rabats, sur le dos. Parce que le dos est très, 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 très important quand même. C'est comme ça que les gens vont les ranger dans leur bibliothèque derrière, normalement. La tranche, alors. Fou. La tranche, oui, du coup. Mais le dos, en fait. La tranche, c'est le côté papier. Si jamais je peux l'apprendre à des gens à travers ce podcast, je suis très content. Le dos, c'est le côté où il y a toutes les inscriptions, là, la couverture, la jaquette, tout ça. Et la tranche, c'est le côté en face, de l'autre côté, où c'est le bord du papier. Et voilà, en fait, après, on a vraiment testé... tu vois, notre C1 avec tous les types de dos qu'on avait, puis tous les types de C4 et tout ça, jusqu'à trouver une version qui plaisait un peu à tout le monde, qui plaisait en interne, et que la div vienne nous rajouter à la fin, mettez les genres s'il vous plaît sur le dos, au moins mettez-les sur le dos. Donc on a notre code couleur qui fonctionne avec Life qui est en violet, Seinen qui est en bleu nuit, et puis les shonen en orange, et Junji Ito qui aura une couleur particulière. Mais ça, je devrais pas le dire, mais je le dis dimanche soir chez Mangavore, et le podcast ne sera sûrement pas sorti d'ici là, donc ça va, j'ai le droit de le dire, mais avec des effets de fab particuliers et tout ça, mais normalement vous en saurez un peu plus d'ici là. Et voilà, ces codes couleurs existent, parle pour le genre en question, mais le genre apparaît sur le dos, c'est pas vraiment de notre faute. Et après, c'est pas grave non plus, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, on se battait pour qu'on puisse parler avec les termes type shonen, seinen et tout. Aujourd'hui, la culture manga est telle en France que même un jeune de 13 ans sait très bien ce que c'est qu'un shonen neketsu, et qu'un shoujo ou un josei ou un isekai ou j'en passe. Et du coup, voilà, on est plus dans des termes de fabrication, de kanzenban, de tankobon, de format et tout. Donc je comprends les lecteurs qui sont un peu saoulés par le fait qu'on ait nous aussi les genres qui apparaissent sur le dos. En même temps, il y a aussi plein de gens du grand public pour qui c'est pratique encore, et tu vois, qui vont pouvoir découvrir qu'Awashi c'est un shonen, et grâce à ça, donc voilà, on peut pas gagner tous les combats, et puis c'est pas vraiment une défaite de ce truc-là, donc mais c'est le seul élément de DA sur lequel on n'a pas eu vraiment de contrôle, donc c'est pour ça que j'en parle un peu comme ça. Mais j'en suis pas déçu quand même, je suis content du petit macaron qu'on a sur les dos et tout, je trouve ça chouette, quoi. Et puis alors sur Junji Ito, par contre, c'est l'explosion créative complètement, parce que là tu refais tout un ensemble pour réapporter en fait des œuvres et refaire quelque part découvrir un mangaka du coup qui est un maître de l'horreur japonaise. Ouais, bah Junji Ito, c'est un peu ça l'idée, c'est que bon, il y a Tetsuhara avec Keiji qui est un peu dans le même cas, mais le mec c'est déjà une légende bien avant que Mangetsu ne soit un embryon de projet. Donc tu te dois de rendre honneur à ça. Il y a encore plus de déférence, mais artistique cette fois, avec envers l'œuvre du mec, quoi. Et surtout, on s'entend très bien avec son éditeur, donc eux, ils nous laissent faire ça, ils nous demandent vraiment de faire ça. Delcourt et Tonkam, pour leur rendre hommage quand même, avaient fait déjà un travail de personnalisation sur Ito, tu vois, où ils avaient fait leur propre maquette et tout. Alors, moi, je suis pas très client, mais enfin, tu vois, il y a aussi le respect de la tradition, et puis c'est grâce à eux qu'on a découvert Junji Ito quand même, donc faut leur rendre ce qui leur appartient. Mais c'est vrai que j'avais une
totale autre vision d'édition sur un auteur comme Junji Ito par rapport à ce qui était existant chez Delcourt Tonkam. Donc, en fait, on en profite pour s'engouffrer là-dedans. En plus de ça, on a le luxe de pouvoir leur traduire, parce que c'est une dépense que eux ne referaient pas, tu vois, je pense, par rapport à ce qui tirent comme nombre d'exemplaires à chaque fois les peu de fois où ils republient du Junji Ito. Et du coup, le fait de faire la trad plus le lettrage et tout, plus savoir qu'on peut faire notre DA, ça nous pousse en fait ça nous a poussé direct à aller jusqu'au bout du délire. Enfin, ça m'a poussé à aller jusqu'au bout du délire. Et donc à avoir cette histoire de préface pour chaque titre, Morolian qui fait des analyses pour chaque bouquin, vraiment tout passer au peigne fin, tu vois, mettre Anaïs et Martin eux-mêmes sur la question, parce que du coup, c'est les boss, tu vois, de l'approche chez nous. Et vraiment, puis Anaïs est très fan du boulot de l'auteur, Martin aussi et tout, donc en fait ça nous fait, on flippe, on a vraiment l'impression de toucher un tableau de maître, mais en même temps on y va gaiement et on kiffe ce qu'on fait et voilà. Bon, la jaquette, tu vois, j'espère que ça plaira, parce que nous c'est la version 48 quoi qu'on va présenter aux gens dimanche là, donc on a vraiment taffé tous les jours dessus depuis un mois quoi, non-stop, donc et Spade a fait un travail magnifique, et tu vois, enfin, tous ensemble, on a réussi à arriver à un résultat dont on est fier et tout, qui va être sublimé par les effets de Fab en plus. Et voilà, maintenant, c'est comme je te dis tout à l'heure, moi je suis dans le brouillard, je sais pas si c'est beau ou pas. Je le montre à des copains qui me disent ouais, putain, ça tue et tout, quand même, machin, ça me rassure à fond, tu vois. Mais ça se trouve, ça va pas du tout plaire au lecteur, des fois c'est comme ça. Et voilà, j'espère que les gens vont comprendre ce qu'on essaye de faire. Et vraiment, l'argument, c'est d'avoir une belle bibliographie qui est pas invasive, qui est pas avec des méthodes un peu pourri, genre des frises ou des trucs comme ça, tu vois, un peu non, mais c'est un peu infantile, tu vois, la frise sur Ito, tu vas pas faire ça quoi. Et puis je sais que tous les gens vont pas acheter tous les Ito, je suis pas dupe, tu vois, il y a pas beaucoup de gens qui vont vouloir se faire la vraie complète. Donc même s'ils en ont que deux ou trois, ce soit beau les deux ou trois, peu importe les trois qu'ils ont achetés. Mais justement, c'était une évidence pour toi de savoir lesquels t'allais publier en premier. Tomier très vite, parce que au départ, il était question d'avoir tout Ito, donc évidemment, Spiral aurait été le premier, hein, mais une fois que Delcourt a appris qu'on avait les droits chez de 80-90% du catalogue, ils ont verrouillé du coup leur renouvellement automatique sur Spiral et Guillaume. Et la déchéance d'un homme, ils avaient acquis les droits il y a quelques années, donc c'est différent. Et du coup, je savais que il y a deux classiques très connus chez Ito, c'est Spiral et Tomier. Donc moi, je savais que j'avais pas Spiral, donc il fallait que ce soit Tomier. Et Tomier, historiquement, c'est son tout premier bouquin. Le tout premier chapitre de Tomier que vous allez lire, c'est le truc qu'il a publié en 87 dans un espèce de concours pour être publié. Il était encore dentiste à l'époque, mangaka amateur et tout. Et donc c'est vraiment les tout débuts. Donc pour reprendre la bibliographie d'un auteur, commencer avec le tout début, c'était l'évidence. Donc déjà Tomier en premier, c'était calé quoi. Et vraiment, puis t'es obligé d'arriver avec le truc le plus fort, parce que voilà, il faut direct marquer ton terrain. Ouais, il faut dire j'arrive. Et puis voilà, puis les libraires, faut pas qu'ils perdent confiance. Et enfin, tu vois, le diffuseur aussi, et tout ce qu'on a expliqué dans ces deux parties là. Et vraiment se retrouve là avec le fait d'avoir Tomier en premier. Après, je voulais un inédit assez vite. Et Genkai Shitai, qui est son tout dernier inédit, qui est Phantom Zone en fait, vient juste de sortir là au Japon, donc on aurait été trop court en prod pour le sortir dès cet été. Donc du coup, on fait Sensor, qui est son avant-dernier inédit en fait, en gros, en horreur, et où il est dans un truc un peu à la Remina et Spiral, donc ce qui est cool, parce que Remina et Spiral sont deux des 4 titres que Delcourt a encore de Ito, et là moi j'en ai un d'horreur cosmique, et j'aime beaucoup le Ito en horreur cosmique et tout aussi, et en plus c'est du dessin récent, et enfin tu vois, c'est moderne, c'est beau, c'est un petit one shot qui marche très bien, qui a des thématiques, le perso de Kyoko Byakuya fait un peu penser à Tomier sur certaines approches, mais bon, c'est un peu la question des femmes chez Ito et tout, qui est génial à résoudre. Et puis le troisième, c'est mon bouquin Ito préféré, je pense que c'est le meilleur bouquin Ito tout court. C'est le bouquin de, si t'es pas un malade de BD, mais que ça te fait triper l'horreur et l'excellence en BD et machin et ça, et que t'as une petite bibliothèque avec une petite cinquantaine de BD, on va dire, tu veux avoir un Junji Ito, tu vas prendre les chefs-d'œuvre de Junji Ito, parce que c'est les 10 meilleures nouvelles de l'auteur ever, sélectionnées par lui-même, et qu'il a très bon goût avec son propre travail, et que voilà, c'est 10 bêtes de nouvelles très différentes les unes des autres, avec des coulisses de fabrication entre chaque nouvelle et tout. Il y a des nouvelles vraiment légendaires à l'intérieur. La couverture a été refaite c'est lui qui a fait une couverture inédite, pas pour nous, hein, mais pour le recueil au Japon de ce best-of de ces 10 nouvelles, avec les 10
qui sont chacune représentées par un élément sur la couverture et tout. Donc c'est une couverture totalement liée au bouquin lui-même et qui précède les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 2, qui sont les 10 autres nouvelles de Junji Ito, qui vont plus taper dans sa carrière shoujo, mais qui est en fait du shoujo horrifique et qui est du shoujo complètement dégueulasse, type La Femme Limace et tout ça, et qui est extraordinaire aussi. Donc voilà, après, ce qui est génial, c'est que j'ai un catalogue de à peu près 30 bouquins, plus des romans, enfin des adaptations en romans avec des couvertures inédites et des visuels inédits, plus l'artbook, plus une expo. Et en fait, on pioche dans un truc génial. Donc le plus dur, c'est de savoir si fin 2022, je fais celui-ci ou celui-là, tu vois. Et je le montre du doigt pour pas dire les noms. Mais j'hésite encore entre deux, tu vois. Il y en a un qui est totalement inédit et l'autre qui est un truc assez culte de l'auteur. Et je me dis, putain, ce serait quand même que le 7e bouquin à sortir pour un truc culte, ça sort tard et tout. Mais on peut pas tous les faire en même temps. On en fait déjà 4 par an, voire 5, parce ce sera 4 BD, enfin 3 cette année, puis 4 albums, plus un roman l'année prochaine. Ça, c'est une annonce d'ailleurs, exclusive. Alors tu la répètes pas dans les autres, autres émissions sur lesquelles tu passes entre temps. Ouais. Ça marche. J'avais arrêté de faire ça, Arnaud. Promis. Et tu vois, derrière, on va sûrement poursuivre avec 4 albums à l'année, ce qui est pas mal déjà, un gros Ito par trimestre, parce que c'est souvent des grosses paginations. Et il y en a beaucoup, beaucoup à faire, quoi. Moi, je m'éclate là, je relis tout et tout. Enfin, c'est vraiment que je relis tout parce que c'est long. Et voilà, il y a trop plein de beaux bouquins à faire. À la fin, cette collection, je veux qu'elle soit magnifique. Je veux que ce soit vraiment la plus belle collection sur laquelle j'ai travaillé en tant qu'éditeur, de toute façon. Parce qu'on s'attaque à l'Everest, on s'attaque à un de mes auteurs favoris ever, tu vois. Et que du coup, il mérite rien de moins que toute notre passion, toute notre énergie et tout. Et je suis très content, on a une revue de Fab sur Junji Ito mardi dernier. C'est hyper bien passé. Et on va vraiment avoir des effets très très cool, réfléchis, travaillés, tu vois, mûrement réfléchis, pour qu'il soit sécurisé sur toute la collection, même sur le 16e bouquin qui sortira en 2027, tu vois. Et je suis content, parce que c'est rare de travailler avec autant de bouquins d'avance et tu vas te dire, ok, là je sais déjà lesquels je vais faire en 2023 par exemple. Donc j'ai trop hâte d'être en 2023 quand on en aura, il y aura le 10e en 2023, tu vois, du coup techniquement. Et justement, sur ce rythme de bouquin, tu es quand même du coup avec une collection de mangas sur quelque chose de beaucoup plus soutenu que ce que tu as pu faire sur iComics. Ça dépend, parce que Tortue, on en sortait un tous les 2 mois au début. Donc la sortie de un tome tous les 2 mois, je connais via Tortue Ninja la première année au moins, mais oui, c'est clairement autre chose quand même. Surtout que tu as les doubles lancements. Souvent, tu fais les 2 premiers tomes, donc c'est le cas pour Chiroran, c'est le cas pour Butterfly Beast, c'est le cas évidemment pour Aohashi, c'est le cas pour Keiji. Et le reste je peux pas l'annoncer donc je peux pas le dire, mais du coup ça déjà ça fait que tu fais 2 bouquins au lieu d'un, et après t'as un mois où t'as Aohashi, un mois où t'as Chiroran, un mois où t'as Aohashi, un mois où t'as Chiroran, et ça va durer des années dans ma vie, tu vois. Donc après une fois que c'est parti quoi. Mais c'est tellement, je kiffe tellement les 2 séries que je trouve ça trop bien, que mine de rien, quand tu fais des prods de gros bouquins à côté, faire un petit shonen comme ça, c'est aussi une belle respiration. Et tu bosses dans un truc plus de l'aventure, tu vois, et machin. Et avec le personnage, tu suis son développement et tout. Donc, c'est assez grisant. Et puis tu relis des tomes que tu as lus depuis longtemps et tout. Et ça, c'est toujours un bon kiff quand t'es éditeur, tu vois, parce que tu te souviens pourquoi t'aimes autant certaines séries. Et ouais, après, on pourrait même aller plus vite, hein. Il y a certaines séries, une série en particulier, si on la signe, on s'est mis d'accord, on s'est dit si on a les droits de celle-là, on fait 2 tomes par mois, quoi. Ah oui. Ouais. Mais voilà, l'identité de la série fait que c'est pas du tout une idée folle en fait. Mais je peux pas le dire, du coup évidemment. Mais si ça arrive, écoute, on en reparlera à ce moment-là. Mais tu verras, ce sera pas déconnant. Et je veux pas en dire plus parce que voilà. Non, bien sûr. Je ne voudrais vraiment pas que quelque chose fuite dans ce podcast. C'est pas du tout là, mais. Attends, t'as déjà eu le roman de Junji Ito, quoi. C'est vrai. Alors on va se contenter de ça pour le moment. Tu ferais de la vidéo, je t'aurais filé la couverture, mais là, malheureusement. Ce sont les limites du podcast et en même temps, voilà. C'est pas un peu vertigineux quand même de se dire aussi, avec ce marché-là, sa taille notamment, sa croissance actuelle, de se dire là ouais je vais me lancer quand même dans une guerre, hein, quelque part. Non, YOLO, déjà YOLO de 1 et puis 2, il n'y a pas de guerre. Moi je suis en guerre avec personne dans l'édition, tu vois, j'ai pas d'ennemis idéologiquement bien sûr, mais dans les faits il va y avoir qui est une maison d'édition qui nous a fait un procès complètement absurde à l'annonce de Mangetsu, et ça m'a vraiment vexé, quoi. Genre j'étais vraiment genre, les gars, putain, ça n'a aucun sens, vous faites juste ça pour nous intimider, et je trouve ça dommage, quoi. Et là ça m'a fait chier, tu vois. Donc clairement là j'ai compris quand même que c'était un autre game, tu vois, que c'était un game où les gens t'envoient des lettres d'avocat
pour un truc où ils savent qu'ils peuvent pas gagner, mais c'est juste pour t'intimider et te faire perdre du temps presque en fait. Et je parlais plus de bataille des chiffres quand même, parce que quand Tetit vont se lancer, ils vont quand même mettre mise. On va pas lutter, hein. On va pas lutter avec Naruto, avec Dragon Ball, avec Bleach, avec One Piece, avec Chainsaw Man. Ouais, mais tu vas lutter avec l'Atelier des Sorciers, l'Attaque des Titans. Je peux t'en citer 20, 25 qui sont des gros shonen du marché. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc en fait, c'est comme iComics. Nous, on arrive en catimini, on essaie de faire du bon travail. Et après, si ça peut plaire aux gens, c'est génial. Tu vois, et le bon travail, il est à la fois dans la trad, le lettrage, la fabrication et tout ça, aussi dans les choix éditoriaux, aussi dans la façon de les accompagner en termes de marketing, de commercial et tout ça, de la relation au libraire, de la communication et tout. Et voilà, bon, avec nos moyens en fait, tu vois, c'est ça notre ambition, c'est juste bien travailler. Si on travaille bien, ça devrait pas trop mal se passer. Mais on n'aura jamais les chiffres de Pika, de Glénat, de Kana, de Kiyun, tout ça, et puis c'est pas le but, hein. Tu vois, enfin, je suis chez Brajlon, qui est une maison qui fait pas de la BD au départ, tu vois, donc je pourrais jamais développer un truc comme ça. Et puis j'en aurais pas envie, enfin, tu vois, genre, au bout d'un moment, sortir 4 mangas tous les mercredis, ça m'intéresse pas, hein, tu vois. Donc, non, c'est pas vraiment vertigineux, parce que je suis en confiance des gens avec qui je travaille, parce que dans tous ces aspects-là, là, des nombreux aspects très différents de la vie d'un livre, je suis en confiance avec les gens avec qui je travaille, et je crois qu'ils sont en confiance avec moi, donc voilà, maintenant, tout ça, faut que ça se transforme avec le lectorat et que le lectorat ressente la même confiance, et c'est tout ce que je nous souhaite. Et bah, pour ça, il va falloir se battre, il va falloir expliquer, il va falloir être au taquet comme on peut l'être et tout. Mais on est prêt à ça. Donc voilà, après, on n'est pas à l'abri d'un énorme gadin et que ça se plante total, que Awashi fasse un four, que Junjito ça marche pas, que Keiji ça rencontre aucun public et que ça n'intéresse personne d'aller republier ce genre de classique absolu au Japon, parce que Keiji au Japon c'est vraiment légendaire et ça dépasse même largement le cadre du manga, alors que chez nous c'est un petit manga qui avait été publié chez Casterman, enfin chez Saka du coup, et Chiroran pareil, enfin tu vois. Et puis là-dedans il y aura peut-être des méga réussites, il y aura peut-être des grosses plantades, il y aura peut-être des trucs moyens, il y aura peut-être des trucs décevants, il y aura peut-être des trucs un peu surprenants mais en bien, la vie d'une maison d'édition qui sort ses livres en fait. Donc je sais pas. Et puis de toute façon, enfin, on a tellement la tête dans le guidon encore une fois que quand on va lancer, il y aura une belle fête du 23 au 26 mai là où on va. Ça aussi, c'est une annonce. Normalement, faire un gros live Twitch de 4 heures le jour du lancement de la collection. Et la veille, on est au Renard Doré. Et puis après, on a une petite OP à côté de tout ça. Et c'est de faire un truc vraiment sympa, tu vois, pour fêter le truc, quoi, quand même. Un peu péter le champagne tous ensemble via Twitch parce que ça nous le permet. Et puis via les librairies aussi qui voudront bien jouer le jeu, en espérant que fin mai on soit un peu plus tranquille avec le Covid et tout ce bordel. Mais après nous le 27 on remet la tête sur le vélo et il y a des livres à faire et il faut bien les faire, quoi. Tu vois, on n'aura rien gagné et voilà. Si on peut faire des très belles premières semaines et tout, ce sera une énorme récompense, un énorme cadeau que les lecteurs nous feront. Mais rien ne sera gagné, rien ne sera perdu, quoi, de toute façon. Et en fait, le problème, c'est que c'est un match de foot qui s'arrête jamais, l'édition, quoi. Donc, tout peut être remis en cause très vite, tout peut, à l'inverse, monter en haut très vite, tu vois. Donc voilà, tu pourrais même faire un démarrage canon sur un premier tome et te planter total sur le troisième, tu vois, parce qu'en fait, ça plaît pas aux gens. Et que tu as juste bien bossé ton marketing et ton commercial, mais en fait, la série, elle va pas convaincre les gens et tout. Donc là, tu as perdu, tu vois, pour moi. Enfin, pour moi, en particulier, ce serait un échec pire que tout, mais Parce que ce qu'il te faut vraiment, c'est de la rétention en fait. C'est pas forcément que les gens achètent forcément les premiers tomes 1 parce que ouais, c'est de la nouveauté tout ça, mais que de les convaincre de rester sur les tomes jusqu'à 10 alors. Ouais, moi je veux qu'il y ait le moins d'attrition possible, que j'ai le même nombre de lecteurs sur un tome 1 que sur le dernier tome, ce qui n'arrive jamais. En général, on divise par 4 ou 5. Mais et à la fin, t'as tes soldats sûrs qui sont allés jusqu'au bout de la série, tu vois. Et là, on arrive sur des tirages beaucoup plus proches du comics et tout. mais bah, c'est le jeu, tu vois. Si j'ai choisi les bonnes séries, ça n'arrivera pas trop, et tu vois. Donc après, il y a le truc de toute façon, comme je bosse aussi, je suis salarié et tout ça, je bosse pour une boîte, donc c'est pas moi qui donne le go, vraiment. Tu vois, j'ai des objectifs à atteindre et tout, et donc t'es moins figé par l'enjeu que si c'est ta propre boîte et que t'es là genre, ah putain, je sais pas si je suis prêt là, je sais pas, machin et tout. Non, là non. Là, on est dans l'industrie du livre, donc faut être prêt, faut être bon aux dates qu'on t'a données. Et voilà, après, entre-temps, tu te démerdes pour être bon et faire ça comme il faut. Mais tant mieux, parce que ça évite le stress du est-ce que je dois vraiment me lancer, est-ce que je dois vraiment y aller et tout. Là, il n'y a pas le choix, donc en fait, j'ai pas le luxe de me poser la question, tu vois. Dans tous les cas, que les bouquins soient nuls ou que les bouquins soient géniaux, ils font sortir tout pareil le 26 mai. Et après, le reste, ils nous appartiennent plus, hein. Après le 26 mai, les bouquins, ils sont aux gens et
Et voilà. Moi, j'ai hyper confiance en Oshi, tu vois, donc je sais que j'envoie des très bons bouquins le 26 et que j'envoie des très bons bouquins juste après, début juin, et pareil mi-juin, et pareil début juillet, et pareil, ça, tu vois. Donc, le planning de l'année 1, j'en suis ultra fier. 100% des titres ont été choisis par moi, contrairement à iComics où il y en avait un que j'avais pas choisi. Là, j'ai choisi 100% des titres. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même, et vous pouvez vous en prendre qu'à moi si ça vous plaît pas. Et je serais ravi que des gens me disent, ah, moi, j'ai adoré ça, mais j'ai pas du tout aimé celui-là, tu vois, bah, ok. Et peut-être des gens feront la remarque inverse, donc ça me permettra d'avoir des typologies de lectorat et de savoir un peu mieux comment les guider et tout. Même si, bon, tu fais pas de l'édition en te disant, tiens, j'ai un manga de foot qui a cartonné, je vais faire un deuxième manga de foot, tu vois, ça marche pas comme ça. T'as aussi envie de varier, t'as aussi envie de t'éclater, t'as aussi envie d'aller voir des horizons différents et tout. Et puis, de toute façon, le temps que les titres 2021 sortent, 2022 est déjà un peu dessiné et tout, donc tu vois, il y a aussi une partie. Ça, c'est limite, c'est plus vertigineux de faire des programmes 2022, voire parfois 2023, sur des trucs que tu sais que tu vas avoir, mais que t'as pas encore signé. Il y a encore plein d'étapes à passer avant vraiment que ça sorte et tout. Et où là, tu dis, ah ouais, ok, mais attends, alors du coup, ah merde, putain, j'ai plus de slot, et du coup, ça, je voulais absolument le mettre, il faut que je choisisse telle collection, et ah, comment je fais et tout. Et là, c'est plus chaud parce qu'au Japon, tu fais beaucoup plus d'offres que pour des séries qu'avec les Américains. Les Américains, tu offres pour ce qui t'intéresse, basta. Au Japon, souvent, tu vas faire des offres pour... il y a 10 séries, il y en a 3 qui t'intéressent à mort là-dedans, et les 7 autres, tu les trouves vachement bien et t'es prêt à les publier, mais c'est pas tes 3 priorités, tu vois. Et bah, ils vont peut-être te dire non à tes 3 prios et te donner les 6 autres, tu vois. Et t'es là genre, ah ouais, ok, ok. Et tu peux pas dire non parce que tu les as demandés. Donc ce serait impoli, tu vois. Et tout ça, là, à prendre en compte, c'est vertigineux. Parce que du coup, tu peux pas faire feu de tout bois, en fait. Parce que s'ils te disent oui à tout, bah, t'as plus qu'à sortir 250 titres à l'année au lieu de 25, quoi. Donc, c'est pas trop viable. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. En vrai, c'est la grosse difficulté que j'ai avec le manga, mais bon, tout le monde là, donc voilà. Et comme certains mettent très longtemps à répondre, bah, tu passes 6 mois sans savoir, et au bout de 6 mois, ils viennent te dire, hey, tu as cette série, et tu fais, hey, j'ai plus du tout de plan pour ça, en fait, là. Moi, je pensais que c'était mort, tu vois, qu'on était passé à autre chose et tout, et en fait, pas du tout. Donc, Et tu avais aussi un équilibre à avoir alors dans le nombre de bouquins que tu voulais sortir à l'année par rapport à la surproduction générale qui a lieu dans tous les secteurs de la BD, quel qu'il soit. ah ouais, un peu le même discours que les comics. Après, là, on en a 23 sur 2021, donc de fin mai à fin décembre. C'est sur moins d'une année, c'est sur presque une demi-année, quoi. C'est une demi-année, ouais. ouais. Donc c'est le même nombre que iComics, mais sur une demi-année. Et on en a entre 45 et 50 en 2022. Donc en gros, on fait quasiment x2, parce que c'est une demi-année, donc tu fais 23 x 2, ça fait 46, donc on est là. Et on aura sûrement une série en plus, tu vois. Mais bon, t'as les suites de séries, donc après, t'as aussi envie de lancer des nouveaux trucs et tout. Tu vois, le manga, ça s'accumule beaucoup plus vite que le comics. T'as beaucoup plus un tome 4, tu vois. Tome 4 en comics, il est rare. Hein. Tome 2, tome 3, j'en trouve, mais déjà, ils sortent pas aussi vite. Ils sortent pas après 2 mois. Et puis les tomes 4, ouais, ça devient déjà plus rare ici. Mais alors, les tomes 10, je t'en parle même pas, tu vois. Et ça, bah, faut pas que tu comptes en nombre de sorties, même s'il faut aussi compter en nombre de sorties pour certains aspects de la prod, évidemment, mais parce qu'il faut aussi compter en nombre de lancements, tu vois. Quel 109 tu vas remettre là-dedans, à quelle vitesse, pourquoi, dans quelle collection, c'est quel genre, pour quel public. Tu vois, est-ce que tu n'en as pas déjà trop fait de ce genre-là? Tu veux pas aller voir autre chose, machin? Et là, c'est plus chaud. Parce que quand tu tires un peu à vue comme ça, à l'aveugle, sans savoir vraiment ce que tu vas avoir derrière, je peux te dire que tu as intérêt de faire des sacrés nœuds dans ta tête pour te dire, ok, donc scénario A, ok, scénario A', ok, scénario A, Z, tu vois, ok, scénario B maintenant, tu vois. Et en fait, tu vis avec 64 timelines différentes de planning futur, mais en même temps, c'est bon délire, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté loterie presque, tu vois, de kiff. Comme j'arrive dans le marché, du coup, j'ai pas du tout de mal à trouver 10 séries qui m'intéressent chez un éditeur, par exemple. Donc, je peux offrir pour les 10, hein, tu vois. Mais c'est rare qu'on fasse ça, tu vois. Mais du coup, c'est 10 trucs que je suis grave prêt à publier. Il y en a évidemment qui sont des giga prio, donc t'insistes un peu plus là-dessus, mais les autres, tu peux les faire derrière et tout. Et tu sais que de toute façon, tu les auras pas parce qu'elles sont soit déjà parties, soit ça les intéresse pas, soit machin. Tu vas en avoir une, deux, trois au max, tu vois. Faudra faire le meilleur avec celle-ci et voilà. Mais il y a tellement de production de qualité au Japon, mec, c'est de la folie, quoi. Il y a plein de trucs d'éditeurs qu'on publie pas du tout en France. Mais les mecs, ils publient que de la frappe au Japon, quoi. Et nous, on s'en branle, quoi. Genre, parce qu'il y a déjà trop de trucs, en fait, chez des très grosses maisons. Donc, il n'y a même pas besoin, tu vois, d'aller creuser aussi loin.
Moi, j'y vais parce que le marché, il y a déjà effectivement beaucoup de choses. Après, oui, on essaie de garder un truc relativement humain en termes de prod pour les gens qui voudraient tout acheter, tu vois, parce qu'on va les ruiner s'ils veulent acheter tout iComics et Mangetsu. Mais bon, 75 bouquins à l'année prochaine, on va dire. Bah, un peu moins, même 70 bouquins sur 2 labels, un label manga, un label comics, ça va. Je pense que c'est beaucoup de livres, c'est clair. C'est Pense aux petites bibliothèques. Hein. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas non plus énorme, tu vois. 70 bouquins, je sais pas, c'est 2 mois de Panini ou d'Urban, tu vois. Donc c'est pas non plus délirant, quoi. C'est comme ça que j'essaie de le voir un peu, mais après, c'est aussi parce qu'on n'est pas une maison, encore une fois, de bande dessinée, donc on me force pas à en faire 100, quoi. Quelque part aussi, c'est une respiration pour toi de pouvoir aborder une nouvelle aventure, enfin ouais, complètement nouvelle pour le coup, de faire du manga par rapport à iComics sur lequel, alors, on a vu dans la partie 1 quand même qu'il y a plein de raisons de continuer de s'exciter et de garder la flamme. Malgré tout, là, ça te permet vraiment de faire quelque chose de complètement neuf. Ouais, c'est cool parce que tout est différent dans les méthodes, dans l'approche, dans tout ça, même dans la façon de faire des relectures et tout. Et ce qui est cool en plus, c'est de jongler entre les deux. Des fois, c'est pas facile parce que t'es vraiment avec les problèmes de l'un et tu vas devoir aller sur un dossier de l'autre qui va très bien. Donc tu déplaces un peu tes problèmes, faut savoir un peu, tu vois, changer la casquette justement. Mais ouais, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Vraiment, cette variété que ça offre, c'est cool. C'est pas du tout les mêmes méthodes de travail en plus. C'est un peu inconscient, mais on a même développé des méthodes différentes pour créer des fois des différences au sein même de nous en interne, tu vois. On a un process qui est pas du tout le même sur Mangetsu que sur iComics, alors qu'on pourrait. Hein. Je veux dire, ça change rien. Mais je sais pas, inconsciemment, on l'a fait différemment et c'est trop bien comme ça, en fait. Puis ça permet de tester le meilleur de chaque partie du process et donc, du coup, d'améliorer le process de l'un et de l'autre avec, tu vois, les découvertes que tu fais d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est assez grisant, tu vois. Avec Julie, avec qui j'adore travailler sur iComics, je lui ai apporté pas mal de constats que j'avais fait sur Mangetsu, en fait. En disant, tiens, là, t'as vu, on pourrait faire un suivi de prod, parce qu'on a un tableur magique sur Mangetsu où il y a tout dessus, quoi. Et bon, c'est le tableur le plus boring du monde pour les gens qui veulent que la partie féerique des bouquins, mais pour nous, c'est très très pratique et il est vraiment bien constitué. C'est un tableur de fabricant pour les gens du métier qui voient de quoi je parle. Et ce truc-là, du coup, on va le mettre en place pour iComics et tu vois, quitter les logiciels de gestion de deadline et de projets un peu classiques, les Trello et tout ça. Et en fait, partir sur ce tableur qui, en plus, derrière, en fait, Google Sheets, enfin, l'empire Google pour les travailleurs, c'est abusé. Genre, avec un Google Sheets, tu peux faire un vaisseau spatial, en vrai. Genre, vraiment, tu peux faire des prêts à l'intérieur, tu peux tout ranger, mettre des petites checkbox, des machins, faire des trucs participatifs, avoir l'edit history en 2-2, de savoir qui a changé quoi, machin, et avoir tout qui repart vers ton Google Agenda en un fichier XLS que tu as juste à importer, tu as toutes tes dates qui sont mises d'un coup avec la bonne couleur. Enfin, c'est de la folie en vrai. Et vraiment, ça m'inquiète même d'être aussi excité par la perspective de ce que je te raconte. Mais c'est le cas en termes de productivité pure. Moi, j'ai toujours aimé ça. L'apport de l'informatique en productivité depuis gamin, tu vois, depuis Windows 95, quoi, de regarder Word et justement Excel et tout ça. Là, c'est juste la version ultime d'Excel en mode multiplayer, quoi. Et avec une déclinaison, un cross-save, tu vois, avec toutes les autres applications Google. Putain, ils me surveillent, mais alors qu'est-ce qu'ils me font gagner du temps, quoi, en vrai. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire qu'on va mettre ce tableur en place aussi sur iComics et qu'à l'inverse, des process de lettrage de iComics sont réapparus chez Mangetsu et tout, et que c'est très cool comme ça, quoi. Puis quelque part, ça te permet aussi de voir, même toi en tant que, du coup, vu que tu es représentant de Mangetsu, le visage public de ce label, bah même toi-même d'essayer d'autres formes de communication, enfin d'aller parler à d'autres créneaux, de découvrir un autre public. Alors qu'en vrai, ça a l'air beaucoup plus professionnel les vidéos Mangetsu que les vidéos iComics, qui sont à l'arrache sur le bureau de mon collègue Pierrick, tournées vraiment en one shot à chaque fois, parce que souvent on n'a pas trop le temps en fait avec Jean-Victor de faire ça, et parce qu'il y a encore une fois plein de problèmes et d'incendies de prod et de machin. Alors que Mangetsu, on dirait que voilà, on se fait chier pour un tournage, je fais attention aux fringues que je porte et machin et tout ça, tu vois. En fait, en vrai, on est juste dans la pièce d'à côté et c'est juste que le mur il est blanc. Et donc en fait, avec l'étalonnage, avec la balance des blancs, on arrive à faire croire que le mur il est flat, alors qu'en vrai, il y a un vieux crépi dégueu derrière. Et c'est juste ça. C'est juste une question de jump cut et de cadrage et du fait que du coup j'écris les vidéos un peu avant. Tu vois, en tout cas, j'ai des notes avec des idées que je veux lister. Et une fois que j'ai listé toutes les idées, tu vois, j'essaie de les mettre dans le bon ordre.
Mais c'est un enfer à tourner les vidéos Mangetsu, faut le savoir. Hein. C'est qu'on passe 2 heures pour les 2 minutes que vous voyez, alors qu'une vidéo iComics de 45 minutes, on passe 45 minutes. Tu vois, c'est genre rec, vas-y, dis tes conneries là, puis à la fin, des rec, et hop, c'est bon, des rush, hop, on balance quoi. On colle un logo iComics. Alors que Mangetsu, il y a beaucoup plus d'habillage aussi. Tu vois, Jean-Victor bosse beaucoup plus le montage, machin. Mais il fait un travail de ouf. En vrai, on fait vraiment ça en système D total. Hein. C'est vraiment à l'arrache de ouf. Genre, la première vidéo, c'est littéralement un sticker à 30 euros qu'on a collé derrière moi. C'est pas du tout un effet ni rien, tu vois. Et pauvre sticker qui est tombé et quelqu'un lui a marché dessus. Merde. Du coup, c'est pour ça que c'est un fond blanc maintenant dans les vidéos Mangetsu. Mais aussi parce qu'on a refait les logos, donc on va sûrement réimprimer un truc un jour. Mais pareil, là, tu vois, pour la chaîne Twitch, on se débrouille en système D, on peut réussir à faire des trucs assez cool, tu vois. Et Ouais, mais je pensais même au fait que tu sois allé du coup parler sur des médias sur lesquels t'avais pas de voix encore pour le moment. Je pense là, enfin, tu parles de Manguevore, là, c'est chez qui tu vas dimanche prochain, mais voilà, c'est plein de créneaux parce que sinon, on va dire que voilà, enfin, les créneaux habituels, les interviews que tu pouvais donner pour parler de comics et tout ça. Bon, alors, il y avait eu quelques percées, on va dire, chez on se connaît tous, hein, on est presque ouais, tous partis en vacances ensemble. Hein, dire à la fin, j'ai envie de dire, ça fait chier de venir sur First Print, tu vois, parce que tout le monde te connaît déjà, tout le monde t'a déjà entendu. Tu fais, non, mais qu'est-ce que c'est sûr, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça et qu'il est 1h du mat et que, tu vois, on est beaucoup plus détendu et tout. Mais après, c'est parce que, comme le manga s'intéresse plus de monde, du coup, il y a plus de sollicitations, donc plus d'invitations. Moi, en général, quand on m'invite à venir parler de mon travail, j'ai du mal à dire non parce que je trouve ça super sympa de la part des gens de nous inviter à venir parler de notre travail. Et donc, même si j'essaye tu vois, de pas être omniprésent parce que je sais que ça peut être relou pour plein de gens. Et... Hashtag, il y en a marre de Sullivan. Et ouais, voilà. Et tout ça, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Mais tu vois, Team Manga, c'était super. Mangavore, c'est super. Manga News, c'était super. Avec Mido et Zampi, l'autre jour, c'était hyper cool et tout. Donc, en vrai, mais même tous, RD Network aussi, on a fait une super longue interview à l'écrit. Je pense pas que beaucoup de monde l'a vu, mais le mec a fait une retranscription ma boule. On a discuté pendant 2h30, tu vois. Enfin, et du coup, ouais, je vais là où on me propose de prendre la parole pour défendre une collègue qui est en lancement. Je trouve ça bien normal. Je trouve que c'est la moindre des choses. Puis ça permet de donner envie. Et puis, faut répéter. Les gens, ils voient pas tous toutes les interviews et tout. Donc, il y a des gens qui vont tomber sur une, qui vont découvrir le projet grâce à ça. C'est génial. C'est déjà une victoire. Donc, voilà. Mais en fait, sur iComics, il y a aussi beaucoup moins de sollicitations tout court. Hein. En vrai, il y en a, hein, mais c'est pas les mêmes, quoi. Tu vois, du tout, quoi. Donc, il y a un truc un peu plus promo avec Mangetsu. Alors que je joue pas, parce que je crois vraiment largement autant à mes titres Mangetsu qu'à mes titres iComics. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension un peu plus promo, parce que souvent, c'est des émissions qui sont un peu plus rodées, qui font venir des éditeurs d'autres maisons, tu vois, de trucs. Et, tu vois, il y a ça qui peut changer. Mais du coup, globalement, il y a aussi des prods assez balèzes, tu vois, notamment sur les Twitch et tout. J'ai un peu halluciné sur la qualité de certaines prods et tout ça. Et, c'est rodave, et il y a déjà des têtes connues, il y a des émissions comme Manga Sûr qui sont hyper identifiées, enfin tu vois. Donc le manga, c'est aussi tout ça, et puis faut faire le travail en fait, hein, tout bêtement, faut être professionnel et faut y aller, et puis ça fait plaisir en vrai, je vais pas me mentir, ça fait plaisir, tu vois, que les gens ils puissent, surtout aujourd'hui avec le chat, l'interactivité, tu vois l'engouement pour tes titres, quand tu fais les annonces sur Junji Ito, que les gens ils sont comme des oufs dans le chat, t'es content, tu vois, en vrai, ça fait quelque chose, ça fait 1 an et demi que tu peux rien dire, et enfin t'as le droit de faire éclater le truc. Tu vois, ça, c'est cool, quoi. Et quand tu vois que t'as des gens qui prennent le gimmick d'attendre les soirs de pleine lune pour que vous lancez vos vidéos. En plus, personne dit rien pendant 30 jours, et puis les soirs de pleine, enfin, pendant 27 jours, et puis les soirs de pleine lune, les gens débarquent, ils disent, ah, c'est quoi ce soir? Et puis il y a toute une team là qui se fait ses pronos et tout. Et bon, c'est dur parce que du coup, j'ai peur de les décevoir à chaque fois, mais, mais c'est trop bien à voir. En vrai, c'est trop bien. Et puis, on a plein de gens qui nous soutiennent déjà à fond et qui ont capté grave le message. Et on a déjà une team on a déjà la Mangetsu Army un peu, donc c'est trop bien ça, tu vois. Ça fait grave plaisir, parce qu'en plus, sur iComics, ça passait vachement plus par mon compte Twitter, parce qu'en fait, on a des gros problèmes de community management depuis longtemps, et on a eu 10 personnes différentes sur les comptes en l'espace de 3 ans. Donc c'est pour ça que je communique autant sur mon compte perso, parce qu'il faut bien se faire le relais du truc. Là, sur Mangetsu, il y a des gens qui arrivent pas du tout par moi, et qui arrivent par l'annonce du Figaro, ou qui arrivent par la vidéo, j'en sais rien, et qui derrière vont suivre Mangetsu, et jouer le jeu avec le compte, et tu vois, et c'est génial. Et on a Doug depuis quelques mois qui est community manager sur les 2 comptes depuis le début de l'année là.
Et c'est cool, les deux comptes sont pas du tout gérés de la même façon. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est génial. En vrai, je rêverais de pouvoir me dédoubler et que ce soit d'être vraiment deux personnes différentes à la tête de chaque label. Tu vois, pour pas qu'il y ait la confusion qu'il peut y avoir de ah, mais le mec il fait les deux et tout ça. Et je comprends que les gens puissent penser ça. Après, voilà, on lit beaucoup, on travaille beaucoup, donc on arrive à faire les deux, mais je comprendrais que tu vois, ça puisse un peu questionner des gens en tout cas, quoi. Mais bon, Grégoire Hello est en train de se lancer dans le comics après tout. Donc c'est bien qu'il a le droit de faire du manga et du comics après. Moi je fais juste l'inverse, quoi. Bah, Et Ahmed, pareil. Mais lui, avec il fait que 2 titres pour le. Enfin, pour l'instant. Oui, mais il en fait beaucoup plus en manga. Ça, Et c'est sûr. Oui. Ahmed fait pas mal de bouquins chez Manabooks en vrai. Donc Oui, c'est finalement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ça? Je sais pas. Enfin, ouais. Non, c'est pas un truc. Et alors, quand même, une question pour ouvrir aussi. Je crois pas que tu l'as annoncé ou que t'en aies parlé. Je sais même pas si c'est dans vos plans de faire de la créa aussi alors. Bah ouais, je peux parler de trucs qui vont pas se faire déjà. On a bossé longtemps avec CD Projekt et un artiste que j'aime beaucoup sur l'adaptation de The Witcher. Je cite pas l'artiste parce que je lui ai pas demandé l'autorisation de le dire, donc je veux pas le faire à sa place. Bien sûr. Donc on avait vraiment un beau dossier manga The Witcher et tout, ça a vraiment failli se faire, c'est pas fait. Enfin ça se fait pas pour plein de raisons. Certaines rigolotes, d'autres un peu moins. J'ai eu le projet de Jero qui va se faire chez Ankama, Reaper, je crois que c'est Reaper, ou Ripple, pardon, Ripple, que je voulais faire, mais l'avance qu'on était en mesure de lui proposer était trop basse, donc je lui ai dit, bah voilà, je préfère ne pas le faire, je pense que tu auras plus d'argent chez des gens comme Ankama, et au final je serais content parce que je pense que c'est le cas, il est chez Ankama, donc c'est cool. Et puis on a parlé avec Surya pour un projet, donc peut-être qu'on en reparlera dans quelques années. Et on parle avec Blacky aussi un peu, et puis avec d'autres gens. Et on a un truc, on a un projet créa assez concret, mais qui a une forme un peu hybride, avec des équipes d'animateurs qui viennent nous aider sur du layout et tout. Et je ne pas trop en parler pour le moment. En tout cas, c'est quand même une perspective qui est bien ancrée dans vos envies. En tout cas, me demande de travailler là-dessus, ouais. Après, moi, ça me fait pas... Parce que là, ce sera encore un autre pan, du coup. C'est très difficile. Ouais, c'est ça, c'est quasiment un job à part entière encore. Parce que là, tu le fais en parallèle sur Waning avec Astra Mortem, mais tu vois que c'est une toute autre approche. Complètement. Et puis surtout faire du manga, enfin du manfra, du coup, tu vois, du manga à la française. Ouais. Avec des artistes occidentaux, au moins, c'est hyper dur. Parce que le manga, c'est une grammaire, c'est une organisation avec des assistants, avec un temps de taux, avec un temps de travail démentiel et tout ça. Donc c'est très très dur à reproduire. Il n'y a pas beaucoup de mutants comme les Renaud Lemaire ou surtout Tony Valente sur Radiant, qui est juste une machine à travailler, quoi. Et puis et qui n'a pas d'assistant. Enfin, lui, c'est vraiment un mutant de la BD, quoi. Et bosser avec les Japonais en direct, c'est pas possible. Avec des auteurs japonais qui seraient directement là-bas, c'est pas possible. Sans avoir un bureau à Tokyo et tout. Et on a vu que c'était pas simple dans d'autres projets. Donc, oui, c'est un truc. Mais est-ce que ça va se faire? Honnêtement, je sais pas. Okay. Enfin, il y a des chances que ça se fasse. Mais il y a aussi des réelles chances qu'on puisse pas vraiment aller au bout parce que c'est hyper dur et que c'est hyper chronophage et que c'est très cher. Et il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Il y a beaucoup plus de garanties que l'achat de droits qui coûte moins cher soit plus lucratif. À partir de là, voilà, tu vois, les calculs ils sont pas trop compliqués à faire. Tout le monde sait à quoi s'en tenir avec ça, donc ça limite vachement les perspectives. Et donc peut-être, mais pas tout de suite en tout cas. Ok. Bon, en attendant, de toute façon, on va simplement laisser le temps de te lancer. De toute façon, donc voilà, c'est le 26 mai. Le 26 mai. Ouais, carrément. Donc le 26 mai, pour les la arrivées. Super Lune, quoi. Voilà, donc avec les 2 premiers tomes de ta série Aoshi. Aoshi, ouais. Et Aoshi. après, on a le Mandala de Feu le 5 juin, donc juste après. Chiruran, tome 1 et 2, le 15 juin, donc 3 semaines après Aoshi. Et puis en juillet. Tout début juillet, on a Aoshi tome 3, qui est extraordinaire, que j'ai récupéré littéralement aujourd'hui. Et Tomie. Donc rien que ça, quoi. Ouais. Et plus, si j'ai pas de conneries, pendant Detective Agency. Et donc qui est dans un autre format encore, et qui est un format agrandi, broché cette fois, pas cartonné, et qui est dans la collection Mangetsu Live. Donc vous aurez un glimpse de nos 4 collections sur les premières sorties, en fait sur les 3 slots des premières sorties. Donc voilà, j'espère que, et ça a été fait exprès évidemment, donc j'espère que chaque collection et chaque titre trouvera son petit public et que des gens aimeront peut-être les 4, ce serait le plus ouf, quoi, que des gens arrivent en transversal à tout kiffer, ce serait génial, quoi.
Très bien. Et bien en tout cas, on espère en tout cas que nos auditeurs et nos auditrices qui sont plus là pour le comics en général, s'intéresseront aussi à ces projets ou en tout cas à quelques-uns d'entre eux. Et Sullivan, on va mettre fin à ce long entretien qui était effectivement long. Merci beaucoup Arnaud. Et donc on a 3 heures là, c'est ça? Oui, quasiment 3 heures. J'ai l'impression 2h40 plutôt, je dirais quoi. Mais ouais, long et très instructif en tout cas pour voir un peu voilà cette nouvelle aventure qui se fait avec toi. Puis c'est pas dit qu'on s'autorise à en reparler dans First Print même de notre côté. En tout cas moi clairement Junji Ito, je pense que je vais quand même le réaborder. Junji Ito, c'est fait pour toi a priori. Et puis tu connais déjà très bien. Donc. Je connais un petit. Finalement tu vois, je me suis aperçu que je connaissais pas aussi bien que je le pensais. Donc il y a des choses que je suis ultra déter à découvrir clairement. Surtout de ce que tu as pu déjà me montrer. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas surtout que c'est important de soutenir ce podcast en partageant les émissions, voilà, pour faire découvrir à la fois le podcast mais aussi les personnes qui parlent dedans et leurs projets. Donc on espère vraiment que vous pourrez le faire. On vous remercie d'avance et puis on se dit tout simplement très bientôt pour le prochain podcast. Salut! À bientôt tout le monde. Merci encore Arnaud.